Madame, Monsieur, bonsoir. Nous entamons cette semaine avec le dossier du Sahara, une question d'actualité et qui évolue de manière consistante. Et si ce dossier coincé depuis des décennies dans les sables de l'immobilisme était en train de basculer. Dans les faits, le message américain à l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU est-il encore discutable ? Autonomie sous souveraineté marocaine, point final. Plus de faux semblants ni de solutions alternatives. À la veille de la réunion annuelle du Conseil de sécurité sur le dossier du Sahara, subsistent des questions cruciales. L'avenir du Polisario, la gestion de la zone tampon et surtout le devenir des casques bleus. Quel avenir de cette MINURSO devenue symbole d'un statu quo mort-né depuis 1991 ? De l'autre côté, le Polisario semble vaciller. Fini les mots référendum et indépendance dans ses communiqués. Réalisme tardif alors ou aveu de faiblesse ? Force est de constater que dans les faits, toujours, ses soutiens se raréfient et son rapprochement avec des acteurs controversés comme l'Iran ne fait qu'alourdir son isolement. En parlant de faits avérés, certains miliciens sahraouis formés par Téhéran ont même combattu en Syrie aux côtés de brigades pro-iraniennes. Alors était-ce encore une cause de libération ou la dérive d'un mouvement enrôlé dans une galaxie terroriste ? Même en Afrique, le front se fissure. L'Afrique du Sud, longtemps bastion du Polisario, n'est plus aussi monolithique qu'elle l'était. La visite de Jacob Zuma au Maroc en juillet dernier a brisé un tabou et révélé des divisions profondes. Alors l'ANC peut-il encore imposer sa ligne idéologique alors que d'autres réclament pragmatisme et stabilité ? Les faits sont là. Washington a tranché, le Polisario recule et ses soutiens hésitent. Le Sahara est aujourd'hui question de stabilité régionale. Alors combien de temps faudra-t-il encore aux diplomaties réticentes pour l'admettre et regarder le désert en face ? Et pour répondre à ces multiples questions que j'ai énumérées dans mon introduction, j'ai l'immense plaisir d'accueillir d'abord en plateau le professeur et expert de relations internationales à l'Université Mohamed V de Rabat, professeur Zakaria Bouddahab. Bonsoir. Bonsoir Lala Khadija, merci encore et bonne reprise. Merci, et la reprise avec vous ne sera que bonne, Inch'Allah, aucun doute là-dessus. Et bien sûr, avec nous également un expert sur cette question du Sahara, il est politologue et également professeur de droit, professeur Mostafa Sahimi, bonsoir. Bonsoir. Se joint à nous, et c'est un plaisir renouvelé de l'accueillir, le professeur d'études stratégiques au Collège de défense aux Émirats arabes unis à Abu Dhabi, professeur Mohamed Badil Yatioui. Bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup de vous joindre à nous. Bonsoir et merci pour votre invitation. Bonsoir à toutes et tous. Avant de commencer par ce tweet du conseiller spécial du président américain Massad Boulos, que révèle cette rencontre entre le conseiller principal donc pour l'Afrique au département d'État des États-Unis et l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU, Staffan de Mistura, que révèle cette rencontre sur l'implication américaine dans ce dossier, professeur Sahimi? Peut-être un rappel quant au contexte. Il y a un agenda. Dans un mois, dans 5 semaines, la question nationale revient devant le Conseil de sécurité, comme c'est le cas au mois d'octobre, c'est connu. Il y a la prise en main de dossier national par l'administration américaine, Trump. J'y ajoute la volonté de Washington, donc, de mettre un terme à une situation qui n'est pas considérée comme tenable. Enfin, il y a une stratégie américaine, c'est celle du président Trump, donc, qui est préoccupée par le souci, dans la région, au Maroc, ailleurs et sous d'autres latitudes, etc., d'amorcer des processus de négociation et de paix avec force et parfois même avec brutalité. On l'a vu dans un certain nombre de régions. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que la question nationale aura 50 ans. 50 ans, il y a un phénomène de lassitude de la communauté internationale. La communauté internationale ne peut pas continuer tous les ans à écouter le rapport du secrétaire général, de l'envoyé personnel, à voter une résolution, etc. C'est extrêmement important, d'autant qu'il y a un aspect financier qui n'est pas à mésestimer du point de vue de Washington, c'est le coût de la MINURSO. La MINURSO coûte 72 millions de dollars par an avec des effectifs de 447, dont 188 militaires et 240 à peu près civils. La position de l'administration Trump, c'est finalement de dégraisser
tout cela. Il y a des opérations de maintien de la paix, il y en a aujourd'hui 11, suivant mon pointage, en Afrique, ailleurs, à Chypre, etc. Et le président Trump estime que c'est une surcharge, que c'est de l'argent dépensé, qu'il faut aller au-delà des opérations de maintien de la paix pour les faire évoluer vers des processus de règlement négociés. C'est dans ce contexte que s'inscrit la question nationale. La question nationale qui se traduit par quoi? Ça se traduit par une grande dynamique depuis des années, illustrée par des avancées. On va y revenir peut-être, notamment évidemment américain depuis décembre 2020, plus l'Allemagne, plus la France, plus le Royaume-Uni, plus un certain nombre d'autres pays, si bien qu'au Conseil de sécurité, ça se présente maintenant de manière particulière. Il y aura l'appui à la cause marocaine des États-Unis, de la France, du Royaume-Uni, membre permanent du Conseil de sécurité, et je formule l'hypothèse qu'il y aura une abstention tiède, parce qu'il y a des abstentions qui peuvent être accompagnées de commentaires vifs. Ça ne sera pas le cas pour la Fédération de Russie et la Chine. Ce ne sera pas une première. Ça en termes d'abstention des Russes, ce qui est nouveau aussi dans ce dossier. Tout à fait, c'est extrêmement important, d'autant que si on avait le temps, on parlerait des problèmes qu'il y a entre Moscou et Alger, mais c'est un autre débat, notamment au Sahel, notamment pour les délivraisons d'armes qui n'ont pas été respectées, etc. Pour ce qui est de la Chine, c'est une diplomatie prudente, efficace, avec beaucoup de sagacité et d'équilibre. Et je crois que c'est important qu'il y ait ce rendez-vous maintenant entre le conseiller principal du président Trump, Massad Fares Boulos, et donc Staffan de Mistura, émissaire personnel, secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Contexte aussi, puisque vous contextualisez, professeur Srimi, c'est cette visite de Boulos à Alger. J'y viens. J'y viens. Je voudrais ajouter un fait intéressant, c'est que l'émissaire personnel du secrétaire général de l'ONU, Staffan de Mistura, a perdu la main. Il a perdu la main depuis sa proposition surréaliste, faite en octobre dernier, proposant quoi? Il faut le rappeler à nos téléspectateurs, la partition. La partition entre donc le Maroc et les éléments séparatistes. C'est le recyclage d'une proposition qui avait été faite par le président Bouteflika à Houston, à James Baker, en disant le partage de l'ex-Sahara occidental, une partie entre le Maroc et une partie entre Turquie et l'Algérie. Et donc il a perdu toute crédibilité, d'autant qu'en plus il était allé en Afrique du Sud, comme si l'Afrique du Sud pouvait être partie prenante et donner quelques idées à propos des règlements. Et donc il n'a plus la main, il n'a plus le dossier, et c'est une convocation qui lui a été faite à Washington ce vendredi, donc il y a 3 jours, par Massad Fares Boulos pour lui dire voilà la ligne qu'il faut appliquer, c'est-à-dire les conditions, les modalités d'une solution politique réaliste, crédible, sur la base d'un règlement négocié. Il a perdu peut-être la main sur ce dossier, mais il a serré la main de Boulos. C'était à Washington. Donc, fait intéressant, et nous allons à présent analyser ce tweet du conseiller spécial du président américain, conseiller principal même du conseil américain. Je vous propose donc de revoir en détail ce tweet suite à la rencontre entre Massad et de Mistura. Aujourd'hui, j'ai rencontré l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara, Staffan de Mistura. J'ai réitéré la position claire des États-Unis. Une véritable autonomie sous souveraineté marocaine est la seule solution réaliste pour le Sahara. Nous avons également discuté du rôle stabilisateur de la MINURSO et des voies VOIES vers la paix régionale. Fin de citation de Massad Boulos. Comment expliquer donc, professeur Abou Dahab, que Washington considère l'autonomie comme la clé de la paix et comme la clé mais la seule solution réaliste pour le Sahara? Je crois que c'est une position qui a gagné en maturité. Vous savez, depuis même 1997, les premières rencontres dites de Houston à l'époque, et c'était à la suite du constat suivant lequel le référendum n'était plus une option réaliste. Et à partir de cette date, progressivement, et particulièrement après la désignation de l'ancien envoyé personnel, à l'époque de M. Kofi Annan, si je m'en souviens exactement, c'était James Baker.
Et souvenons-nous, en 2001, il y a eu une proposition de l'autonomie substantielle sous souveraineté marocaine, qui a été actée par beaucoup de pays, y compris la France, à l'époque de M. Jacques Chirac, mais hélas, qui a été rejetée en bloc, aussi bien par l'Algérie que par son affidé, le Polisario. En 2003, il propose une autre option, mais avec également, en rajoutant l'éventualité d'une indépendance. Ce qui fait que la démarche américaine aujourd'hui a ses racines, roots, as we say in English. Par conséquent, c'est une démarche qui aujourd'hui, à mon sens, conforte la position de 2020, considérant que la souveraineté marocaine est non négociable. Deuxièmement, avec ce vœu qui a été montré par M. Donald Trump, en réalité, quoi qu'on dise, c'est quelqu'un qui cherche la paix, de toutes les manières, mais également avec une approche régionale en termes d'intégration, incluant aussi l'Algérie, la Tunisie en particulier, ce qui fait écho à une ancienne initiative américaine qui s'appelle l'initiative Eisenstadt sous M. Bill Clinton. Allez. Le troisième facteur, à mon sens, c'est une question d'équilibre aussi bien international que mondial, parce qu'il s'agit aussi de contrer éventuellement un retour de la Russie, vu aujourd'hui le froid entre Alger et Moscou en termes de relations, et surtout après le refus d'adhésion au BRICS, par exemple. Deuxièmement, également la question chinoise, elle est à prendre en considération. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il y a des choses qui se préparent en perspective de la prochaine adoption de la résolution du Conseil de sécurité sur le Sahara marocain. D'abord, il y aura une étape intérimaire. À mi-parcours, c'est l'élaboration du rapport sur les 6 mois, c'est-à-dire quels sont les faits sur le terrain par rapport au rôle de la MINURSO, aux droits de l'homme, etc., etc. Et je crois que nous sommes dans un turning point, un tournant majeur aujourd'hui qui prépare probablement le terrain pour adopter des décisions fermes, obligatoires par rapport à ce conflit artificiel sur le Sahara marocain. Nous allons aussi revenir à l'alignement Paris-Washington-Londres, qui marque aussi une étape décisive dans ce dossier. Mais avant, on parle aujourd'hui, professeur Badil Yatioui, on parle d'un enjeu stratégique autant pour le Maghreb que pour le Sahel. Comment le Sahara est-il devenu cet enjeu majeur de stabilité ? Alors, le Sahara marocain est devenu un point d'accès privilégié pour tous les acteurs importants sur le plan international, que ce soit d'un point de vue géoéconomique ou d'un point de vue purement sécuritaire. C'est-à-dire que tout le monde se rend compte que, en fait, la chimère d'un nouvel État au sein du Maghreb était à la fois irréaliste et tout à fait scandaleuse, que ce soit d'un point de vue juridique ou même d'un point de vue tout simplement géopolitique. Et quand on ajoute à cela le fait que le Maroc a bien évidemment un rôle qui a augmenté d'un point de vue régional dans le bon sens du terme, sous l'égide de Sa Majesté le Roi, on a un ensemble d'éléments qui font que le point de stabilité, c'est évidemment le Maroc, et le Maroc avec son Sahara, bien évidemment. Et donc là, tout le monde s'en est rendu compte. Ça a pris malheureusement un peu trop de temps, mais le plan d'autonomie est la seule et unique solution pour sortir. Alors, puisque vous parlez de cela, pourquoi la position américaine en faveur de ce plan d'autonomie est restée irréversible malgré, je ne dirais pas la pression, mais les tentatives de pression d'Alger ? Oui, bien sûr, puisque les Américains qui sont revenus à une politique étrangère, on va dire, très réaliste, certains vont parler d'isolationnisme ou de nationalisme, mais dans le cas de figure, dans le cas d'espèce qui nous concerne et qui nous intéresse, on voit que c'est un réalisme affirmé de la part des Américains. Donald Trump avait affirmé une position en décembre 2020, il est revenu au pouvoir, il continue d'affirmer la même chose, Joe Biden n'est pas revenu dessus. Là, on voit quand même qu'il y a une accélération du processus et du procédé, ce qui est une très bonne nouvelle. Et puis, on a un envoyé spécial qui, en plus d'avoir des liens familiaux, a un poste très important au sein de l'administration Trump 2, donc ce qui facilite évidemment les choses. Et le fait qu'il l'ait affirmé aussi clairement à Alger, malgré le fait qu'Alger a eu des relations détestables avec la France et avec l'Espagne suite au changement de position de ces pays-là. On a vu que les Américains ont clairement affirmé les choses, n'ont pas parlé d'une option parmi tant d'autres ou de la meilleure option. Ils ont dit que c'était la seule et unique option, et donc ça exclut automatiquement l'option référendaire qui était soutenue par Alger depuis toujours finalement. Et on voit que les Américains ont fait un choix qui est un choix à la fois de réalisme, puisqu'ils savent que le pôle de stabilité au Maghreb, c'est le Maroc, et que le pôle de stabilité, le pays qui peut apporter un peu plus de stabilité, sur lequel on peut s'appuyer pour apporter la stabilité au Sahel du fait des initiatives qui ont été présentées par Sa Majesté le Roi ces derniers mois,
Je pense à l'initiative atlantique, je pense au projet de désenclavement du Sahel et la volonté d'allier à la fois la sécurité et le développement économique. Les Américains ont vite fait le tour et se sont rendus compte qu'en fait, en dehors du Royaume du Maroc, il y avait très très peu, voire même pas du tout, d'options sur la table. Donc là, on est sur une nouvelle dynamique et ça va être désormais à Alger et à tous ceux qui continuent de soutenir le Polisario de se positionner et de proposer autre chose. Mais puisqu'ils ne l'ont pas fait en 50 ans, je ne vois pas comment ils pourraient le faire en moins d'un mois. Et puis on reviendra aussi sur ce revirement et ce shift important, conséquent du Polisario, notamment à travers ses communications et ses communiqués qui ne parlent plus, qui a changé d'éléments de langage. Mais avant, alors toujours sur cette déclaration de M. Boulos, il parle de la MINURSO. Professeur Sahimi, peut-être rappeler aux téléspectateurs un petit rappel historique du rôle, des missions, des objectifs, mais aussi du bilan de cette MINURSO. Vous avez tout à l'heure parlé d'argent, combien ça coûte. Oui, mais quel est son rôle principal? Pourquoi elle a été créée? Est-ce que finalement elle remplit aujourd'hui, en 2025, avec l'évolution du dossier, notamment sur le terrain aussi, pas que sur le terrain diplomatique, elle remplit toujours ses missions premières? Avant de parler peut-être aussi de la symbolique qu'elle soit citée dans cette déclaration du conseiller spécial pour l'Afrique du président américain. La MINURSO participe, il faut le rappeler, du système onusien des opérations de maintien de la paix. Il y en a 11, je l'ai dit tout à l'heure, donc en Afrique, ailleurs, etc. Bien. Pour ce qui est de la MINURSO, qui nous intéresse ici au premier chef, elle a été créée voici 35 ans. En avril 1991, exactement, de 34 ans, par la résolution 690 du Conseil de sécurité. Bien. Ça a conduit à quoi? Ça a conduit à des accords militaires de septembre 1991. Il y a des accords formels et puis il y a des accords militaires techniques en annexe, etc. Et donc, elle a une double mission. Il faut le rappeler. La première mission, c'est l'organisation d'un référendum. Il faut le dire. Pourquoi c'est important? Parce que je vais y revenir. Et deuxième mission, c'est le suivi et le respect du cessez-le-feu. C'est ça la MINURSO. Bien. Depuis 2003, exactement, j'ai vérifié mes fiches comme mon distingué collègue, il n'est plus question de référendum depuis 2003. C'est pas la faute du Maroc. C'est pas le Maroc qui ne veut pas d'un référendum. Le Maroc avait proposé le référendum au sommet de Nairobi de juin 81. C'est important. Hassan Dourahmou avait dit « Je fais un référendum et on va voir, etc. » Bien. Alors, c'est tout le processus qui n'a pas tenu. Les difficultés, les obstacles sont venus du fait qu'il y a eu un désaccord pour ce qui est de l'identification des électeurs. Les électeurs, on n'était pas d'accord donc avec le processus d'identification des électeurs. Les séparatistes proposaient des listes, notamment celles des années 73-74 du recensement espagnol, et ne voulaient pas tenir compte des populations sahraouies qui avaient fui la répression coloniale espagnole dans l'ex-Sahara occidental et qui s'étaient réfugiées où? Au Maroc. Le problème, il est venu de là, notamment le problème des tribus, si j'ai bonne mémoire, Q51 et J551, etc. Et donc, devant cette incapacité à établir de manière opératoire le corps électoral, l'ONU a décidé de ne plus faire référence donc à ce référendum. Et d'ailleurs, il y a eu un émissaire personnel à l'époque qui était Peter Van Walsum, qui l'avait dit 2 ans après, il a dit c'est irréalisable, c'est impraticable, il n'y aura pas de référendum. Il faut qu'il y ait cette donnée-là. Depuis 2003, il n'est plus fait référence au niveau des résolutions du Conseil de sécurité au référendum. Si bien qu'aujourd'hui, la question se pose du recadrage de la place et du rôle de la MINURSO. C'est-à-dire, est-ce que vous pensez justement que l'inspection américaine du fonctionnement de la MINURSO est un suivi ou un simple suivi technique ou une préparation peut-être à une réforme du mandat de la MINURSO? Vous me facilitez les choses, vous me faites la transition. Pour une fois. C'est ce que généralement, c'est vous qui me facilitez les transitions. La transition est celle-ci.
il y a quelques jours, des officiels américains se sont rendus où? À l'Ayoun, pour rencontrer qui? Le responsable de la MINURSO, le général russe qui dirige la MINURSO. C'est extrêmement important. Ils sont allés pour faire du tourisme, ils sont allés pour voir avec lui les conditions de fonctionnement, évidemment, de la MINURSO, mais ils ont des rapports, tout ça, etc. Mais en même temps, voir avec lui les possibilités de réarticulation de la place et de la MINURSO, compte tenu du fait qu'elle ne peut plus exercer la première mission dont elle était chargée, donc l'organisation des référendums, et de recentrer la MINURSO sur quoi? Sur le respect du cessez-le-feu. Nous en sommes là. Alors, pourquoi je voudrais continuer? Pourquoi c'est un problème important? C'est la première fois qu'il y a le problème de la MINURSO qui vient à l'ordre du jour. Ça veut dire qu'il est question aujourd'hui, et on le verra dans quelques semaines, de réarticuler la place et le rôle de la MINURSO, simplement comme pour le respect du cessez-le-feu et évidemment en lui demandant simplement de veiller donc à l'application du plan d'autonomie tel qu'il aura été validé de nouveau par le Conseil de sécurité. Que dit le droit international dans ce cas, professeur Aboudahab? Comment aussi lire par les lunettes du droit international, peut-être ce changement de cap majeur pour cette mission des casques bleus, la MINURSO? Tous les éléments qui ont été fournis par professeur Mustafa Shimi sont très pertinents. J'ajouterai juste que le fondement juridique au niveau de la charte de l'ONU, ce n'est pas le chapitre 6, ce n'est pas le chapitre 7. Parfois, les juristes plaisantent en considérant que c'est le chapitre 6,5, puisque officiellement, formellement, ce n'est pas cité, c'est la doctrine de l'ONU. Par la suite, qui a été développée, c'est la pratique, dans le sens où aujourd'hui, le seul organe qui est habilité à déployer des forces de maintien de la paix, parfois on parle de peacekeeping operations. Les casques bleus d'ailleurs, le Maroc y contribue de façon considérable, aux côtés d'autres pays, le Bangladesh, le Pakistan, l'Égypte. Ça c'est extrêmement important, c'est un critère d'éligibilité. Maintenant, si on veut réformer cette mission, ça me rappelle aussi un incident diplomatique de 2013, lorsque la représentante états-unienne au sein du Conseil de sécurité voulait élargir les missions de la MINURSO de sorte qu'elle inclut ce qu'on appelle un monitoring, c'est-à-dire un mécanisme d'observation des droits de l'homme. Et c'était l'année où le dialogue stratégique maroco-états-unien a été lancé. Et donc, il a eu finalement l'effet adverse. Aujourd'hui, si nous voulons obtenir précisément une réforme de cette mission, et probablement aujourd'hui, la tendance sur le plan sociologique, géopolitique, c'est finalement cesser toute tentative de la part de cette opération d'organiser un quelconque référendum, puisque c'est une option qui n'est plus viable, évidemment. Mais par conséquent, plus viable pour le Polisario, parce que comme je le disais, ils n'en parlent pas dans leur dernier communiqué, justement, maintenant, ce qui est très intéressant. À mon avis, Madame Khadija, il faut mettre en concordance la démarche du Conseil de sécurité avec celle de l'Assemblée générale, puisqu'à un moment donné, parfois, nous avons quelques réticences, si vous voulez, des velléités, en vue de maintenir coûte que coûte cette vision anachronique, obsolète des choses, c'est d'aboutir justement à une sorte d'organisation référendaire qui aboutirait évidemment à une indépendance, ce qui n'est plus envisageable aujourd'hui, ni par les États-Unis, ni par les grandes puissances, etc., etc. Ce qui est intéressant... Mais ça n'est pas mécanique. Et ce n'est pas mécanique, tout à fait. Les positions de l'Assemblée générale ne se traduisent pas mécaniquement par les mêmes positions au niveau du Conseil de sécurité. Oui. C'est des dissonances. Mais le plus grand gain, c'est Mustafa, c'est d'obtenir numériquement une majorité très confortable, en vue aussi, puisqu'il s'agit également, non pas d'influencer, mais d'injecter dans la 4e commission, le comité des 24, une dose de flexibilité pour contraindre, entre guillemets, si l'on poussait quelques pays à changer de position par rapport à cette question-là. Le plus important, et je pense que c'est officiellement la position du Maroc, c'est de considérer que le rôle de la MINURSO est très important. Nous avions le clash en 2016, je m'en souviens, lorsque, à l'époque, Ban Ki-moon s'est déplacé dans les camps. Il y a eu des choses qui, finalement, n'ont rien à voir avec l'impartialité qui échoua en représentant de l'ONU. Par conséquent, nous avons l'expérience, il faut la garder, parce que le Maroc s'inscrit dans une démarche pacifiste. Le rôle stabilisateur de la MINURSO, il faut le conserver. D'autant plus qu'il y a des violations du cessez-le-feu par ce même Polisario. Et je vais reposer la même question, mais en fait, sous un autre angle, sur la stabilité de la région, ces violations du cessez-le-feu par le Polisario, comment elles compromettent finalement la stabilité dans cette région hautement, d'abord stratégique, mais hautement sujette à
la pression, ou j'ai envie de dire, à la menace et au risque terroriste déjà qui pullule notamment dans la région sahélo-saharienne. Professeur Badiliati, oui. Oui, alors, merci pour la question. En fait, on se rend compte que déjà, on est face à une région qui est fortement instable au niveau du Sahel, plus quand on prend le cas maghrébin, la situation libyenne qui, depuis 2011, est très compliquée et on voit avec beaucoup d'influences à la fois étrangères, mais aussi avec des problèmes internes assez profonds. Donc, si on ajoute à cela le fait que une partie du Polisario, notamment sa jeunesse, se soit radicalisée et choisi de rejoindre des groupes djihadistes au Sahel, ou a été poussé peut-être à rejoindre aussi les rangs de Bachar el-Assad durant le conflit syrien. Tous ces éléments-là font que, en fait, on voit que le pôle de stabilité au Maghreb, qu'est le Maroc, est attaqué quelque part, et qu'on est face à une difficulté assez profonde, puisque tous ces acteurs-là pose un problème de fond, notamment aux pays occidentaux et principalement aux pays européens, puisque les conséquences de ce terrorisme portent atteinte évidemment à la structure des États sahéliens, qui sont des États fragiles, qui sont des États dans un processus de construction assez complexe depuis les indépendances en 1960. Et quand on voit les conséquences que ça pose, non seulement pour les Européens, mais aussi pour le Maroc et tous les pays du Maghreb, finalement, on se dit que la situation migratoire qui en a découlé depuis un certain nombre d'années est liée en partie à cela, en partie, pas uniquement. Il y a tout un tas de trafics aussi qui se sont mis en place, notamment trafic de drogue, et on se rend compte que le Polisario, loin d'être seulement un acteur idéologisé durant la guerre froide, a quelque part muté et s'est, on va dire, adapté au contexte géopolitique de l'époque et a quelque part essayé d'en tirer profit, mais uniquement pour son intérêt, bien loin de la cause qu'il était censé défendre, qui était une chimère, mais qu'il était censé défendre durant les années 70. Est-ce que vous pensez justement, parce qu'on parlait de la redéfinition du rôle de la MINURSO, j'aimerais bien avoir votre perspective sur le plan sécuritaire. Est-ce qu'elle peut réduire les risques de reprise d'hostilité, notamment du camp du Polisario, d'autant plus que, il faut le rappeler, on empêche cette mission de la MINURSO à se rendre dans les camps de la honte à Tindouf. Donc, et aussi de faire son constat de ce qui se passe là-bas. Écoutez, alors, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que d'un point de vue diplomatique, la question qui se pose quand on parle de la MINURSO, si on veut juste changer le nom de la MINURSO et maintenir les missions que le professeur Simi a très bien expliquées, très bien définies, je vois pas très bien l'intérêt de faire juste une campagne d'affichage. Si on parle d'un changement vraiment de mission de la MINURSO, au-delà du changement de nom, là, ça pose la question aussi, qui est bien sûr liée, qui est la question de la zone tampon, et aussi la question, si on parle de la MINURSO avec un nouveau nom, mission onusienne, il faut obligatoirement le soutien de la Mauritanie, mais on voit que la Mauritanie s'est rapprochée des positions marocaines dernièrement, et on espère un changement de position officiel clair, net et précis. Et il faudra bien évidemment que l'Algérie accepte de jouer le jeu, puisque si la question de la zone tampon se pose, la question aussi de la MINURSO en elle-même ne peut pas être réglée, ou en tout cas ne peut pas être efficace, sans le soutien de tous les acteurs régionaux. Ça aussi bien pour la propre sécurité du Maroc, mais pour la sécurité de l'ensemble de la région, et pour éviter finalement que les acteurs locaux, et notamment la jeunesse, la partie de la jeunesse du Polisario, profitent de cette nouvelle situation pour essayer de déstabiliser la région. Au-delà du Maroc. Justement, en parlant, parce que en termes de destination, ils sont bien outillés, d'autant plus qu'il y a eu cette alliance avec Téhéran et avec ces miliciens qui ont été arrêtés en Syrie, à Alep, après la chute, professeur Simi. Tout à fait. Et ça, ce sont des faits avérés. 500. Oui. 500 éléments séparatistes ont été arrêtés à Alep. Mais là, c'est une dimension sécuritaire au-delà du Maghreb. Plus des officiers généraux algériens. Oui. Et d'ailleurs, le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, est allé... mais celui-là, il dure encore un peu. Il est allé, il a été reçu donc à Damas par les nouvelles autorités, et il a demandé la libération d'un général, des officiers supérieurs et des éléments.
réponse négative des nouvelles autorités de Damas qui a dit non, ils sont poursuivis comme les autres parce qu'ils étaient aux côtés des forces loyalistes d'Assad, qui étaient des forces de répression. C'est extrêmement important. Je voudrais, puisque j'ai la parole, je vais la garder. Je n'en doute pas. Faites donc, je voudrais revenir sur un certain nombre de choses qui a été évoqué par mes amis à l'instant. Il y a un texte, pour l'instant, qui fait référence, donc, c'est le texte, la résolution 690 d'avril 91, créant la MINURSO. Il appartient simplement au Conseil de sécurité, dans quelques semaines, d'adopter un nouveau texte, disant il est créé dans l'affaire du Sahara, parce qu'ils disent le Sahara occidental dans la littérature nigérienne, etc. Il est créé une force sur la base des principes suivants, donc une force respect du cessez-le-feu SARES et accompagnement du processus d'autonomie dans les provinces sahariennes marocaines. Mais la mention positive concernant le rôle stabilisateur de la MINURSO, quand même, c'est-à-dire, qui est le penholder? Qui écrit ces résolutions? C'est les États-Unis. C'est les États-Unis. Voilà, donc comment... Mais non, il faut qu'on se comprenne. Je veux dire par là que d'abord, ce plan juridique, c'est un texte. La 690, il y aura demain la 2780. Oui, non, mais je parle de la prochaine résolution. La prochaine résolution, je vais simplement dire, la MINURSO, baptisée comme suit aujourd'hui, aura donc à respecter le cessez-le-feu, à veiller au suivi du cessez-le-feu par les parties en présence, et également à accompagner donc un processus conduisant à l'application du plan marocain d'autonomie. Ça, c'est faisable. Deuxième observation sur les nuances entre l'Assemblée générale des Nations unies et le Conseil de sécurité. Demain, au niveau de l'Assemblée générale des Nations unies et au niveau de la commission des 24, ceux qui défendaient mordicus, les thèses algériennes, etc., vont être en difficulté. Parce que le responsable du mouvement séparatiste lui-même ne fait plus référence au référendum et il dit, de ces communiqués du mouvement séparatiste, donc le soutien de son mouvement a œuvré, je cite, pour parvenir à une solution politique juste, pacifique et mutuellement acceptable. Fin de citation. Le Maroc ne dit pas autre chose. C'est intéressant, c'est un fait qui est quand même inédit. C'est pesé. Oui, c'est le texte le plus important dans la littérature séparatiste. Ça, ce communiqué du bureau politique. Polisario. Enfin, on va dire de Polisario, mais bon, on sait peut-être où il a été rédigé quand même. Parce que, encore une fois, mais évidemment, c'est un texte... Mossad Boulos, il était où il y a quelques semaines? C'est Srimi. C'était Alger. C'est un texte, évidemment, qui a l'imprimature officielle du président Tebboune et de son ministre des Affaires étrangères. Et d'ailleurs, ça va dans le cadre de la nouvelle approche des relations américaines par Alger. Vous savez qu'ils sont en train de brader pratiquement tout ce qu'il y a. Ils ont changé la législation sur la règle des 51-49. Il y avait une législation qui disait que toutes les sociétés algériennes devaient avoir 51% du capital social, 49, ils sont passés à 80 pour les étrangers, 20 pour les entreprises algériennes, sans parler des offres mirifiques faites pour l'exploitation des métaux rares, etc. Donc il y a quelque chose de fondamental. Je parlais de tentative de pression. Je reviens à l'Assemblée générale. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir, me semble-t-il, au niveau de l'Assemblée générale, puisque l'Assemblée générale sera contrainte par cette prise de position du chef du mouvement séparatiste et partant par l'Algérie. Nous en sommes là. Très bien, nous en sommes à l'engagement du Polisario à œuvrer, je cite, pour parvenir à une solution politique juste, pacifique et mutuellement acceptable. Il ne sort pas du leitmotiv du Conseil de sécurité, ces résolutions, en particulier depuis 2007, date d'adoption, de présentation du plan marocain d'autonomie. Il reste quand même, à mon avis, sur le plan formel cette fois-ci, ce n'est pas sur le plan de l'esprit du droit international, c'est-à-dire sa finalité. Il faut retirer le Sahara marocain de la liste des territoires à décoloniser. Parce donc, que nous considérons... vous parlez de cette quatrième commission. De l'Assemblée générale, absolument. Il faut quand même qu'on puisse convaincre par tous les moyens, juridiquement parlant, diplomatiquement parlant, parce que cela va nous aider finalement
à dénuder la prétendue RASD, qui n'a pas les éléments, les critères qu'on sait, territoire, effectivement, pouvoir politique organisé, population. Ça va nous conduire vers le recensement des populations, parce que c'est un préalable. Évidemment, c'est une question aussi préjudicielle. On ne peut pas aboutir aujourd'hui à une véritable refonte, je dirais, des missions classiques conférées, assignées à la MINURSO, si on ne balaye pas ces incohérences tout d'abord et ces hérésies sur le plan juridique. Une fois, à mon avis, opérées, à ce moment-là, on pourrait passer à d'autres décisions fondamentales, la question des visites familiales, la question de la démilitarisation des milices, parce que ce sont des milices polisariennes. Il y aura beaucoup de travail. La loi d'amnistie, vous savez, le plan marocain d'autonomie traite de ces questions-là. Exact. Maintenant, comment passer à l'application ? Effectivement, c'est là où le rôle de l'Algérie serait extrêmement important. On ne saurait aujourd'hui, à mon avis, aboutir à une véritable pacification de la région sans l'implication aussi bien de l'Algérie que de la Mauritanie, qui reste quand même un peu contrebalancée, sinon oscillant entre la contrainte entre guillemets algérienne, parce qu'il y a on a vu récemment c'est une neutralité positive. Oui, c'est une neutralité positive. Il y a beaucoup de et la Mauritanie. Elle se positivise avec le temps, si je puis me permettre. Oui, absolument. C'est ce qu'on appelle les amis du Sahara, etc. Elle participe normalement dans les soi-disant tables rondes qui ont été suspendues depuis le départ de Kohler, l'ancien envoyé personnel. Je pense que c'était en 2018 pour des raisons de santé. Déjà décédé, Allah yarhamou, mais maintenant nous sommes dans un tournant, c'est clair. Nous sommes dans un tournant, notamment, et là je reviens à la question de l'alignement, Washington dans l'ordre. Washington, l'ordre chronologique, Washington, Paris et Londres, qui marque donc une nouvelle étape diplomatique décisive pour le Maroc, et aussi pour ce vote au Conseil de sécurité, professeur Badine Yatioui. Est-ce que le Conseil de sécurité peut aller jusqu'à consacrer officiellement l'autonomie comme seule issue réaliste dans la prochaine résolution ? On l'espère, on le souhaite. En tout cas, bien évidemment, ça serait la suite logique des différentes positions qui ont été prises dans les capitales que vous avez citées. Et si ces puissances, ces pays membres permanents du Conseil de sécurité souhaitent aller au bout de la démarche, en plus avoir le soutien de la Chine, ce qui serait quelque chose de très positif pour le Royaume, et une abstention russe, c'est tout à fait possible. Et cette question-là est liée aussi à la question que mon ami professeur Abou Dahab a mentionné juste avant, qui est celle du C24. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir à la fois une reconnaissance de la part du Conseil de sécurité du caractère, on va dire, unique de ce plan d'autonomie qui est la seule et unique solution viable et envisageable, et en même temps continuer à parler de la question de l'ancien Sahara espagnol. De décolonisation, il faut dire les mots. On ne peut pas parler d'une solution à un différend et en même temps, effectivement, ce dossier qui d'ailleurs a été déposé par le Maroc. Corrigez-moi, messieurs, si je me trompe, parce que je suis quand même entouré d'experts de la question et de la cause nationale. C'est un dossier qui a été déposé par le Maroc, mais le contexte à l'époque était très, très différent. Tout à fait. C'était sous colonie espagnole. Tout à fait. Oui, Franco a changé le statut de l'ancien Sahara espagnol 2 ans après l'indépendance du Royaume, en donnant beaucoup plus finalement de compétences à Madrid et aussi en changeant son statut constitutionnel. Donc on avait toute une situation qui était, on va dire, différente, et c'était tout à fait normal que le Royaume dépose le dossier. Mais aujourd'hui, on est 60 ans après, 63 ans après, la situation a bien changé. Les soutiens du Maroc sont beaucoup plus nombreux. Quand on voit qu'on a 3 membres permanents sur 5, on a 11 membres sur 15 qui soutiennent le plan d'autonomie. En même temps, avoir ce dossier-là au sein du C24, ça pose une question aussi de crédibilité pour l'instance onusienne et de cohérence. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que les différents organes des Nations Unies soient en accord avec eux-mêmes et qu'on ait une cohérence pour aboutir à une résolution définitive de ce conflit qui n'a que trop duré finalement. Surtout qu'on est dans la 50e année de la Marche verte, quelques semaines de la célébration des 50 ans de la Marche verte. Alors il y a un point, et effectivement, donc c'est la question qu'on se pose. Combien de temps faudra-t-il aux diplomaties réticentes pour voir les choses en face ? On a vu que peut-être ça commence à aussi évoluer du côté de Bruxelles. Oui. Chez les Belges, peut-être bientôt, professeur Srimi, aussi un soutien franc de la proposition marocaine d'autonomie comme seule
solution viable, crédible, réaliste et juste pour toutes les parties. Vous avez raison de le relever, c'est une dynamique qui se nourrit elle-même des ressorts qui lui permettent d'avancer. Vous avez cité évidemment au niveau de l'Union européenne, il est bien évident, me semble-t-il, qu'au niveau de Bruxelles, il y a une interrogation. Quand vous parlez de Bruxelles, vous parlez de la Belgique et non comme capitale européenne de l'UE. J'allais vous poser la question sur l'UE, vous n'allez pas y échapper. Mais d'abord sur le pays, sur la Belgique, sur le Royaume de Belgique. Je vais vous répondre de Bruxelles, capitale de l'Union européenne, pour venir à la Belgique. Vous allez voir pourquoi. Écoutez, comme vous voulez. Non, il me semble, il y a une interrogation, une évaluation qui est faite au niveau de la Commission de Bruxelles. Fondamentalement, ce qui se passe, les avancées enregistrées par la cause marocaine, la dynamique, etc., conduisent évidemment la Commission de Bruxelles à s'interroger sur la nécessité de réévaluer ses positions. Pour l'heure, nous n'avons pas une position unique de la Commission de Bruxelles. C'est pour ça que je voulais commencer par les pays d'abord. Oui, voilà, bien sûr, parce que c'est la position de Bruxelles, c'est le résultat d'un certain nombre de positions. Ils sont 27 États membres, et je crois que c'est important. C'est important qu'il y ait cette évolution, cette prise de conscience que la Commission de Bruxelles ne peut pas rester sur des positions antérieures. D'où, évidemment, avec intérêt, le fait que la Belgique, maintenant, est en train de réévaluer sa position. Je signale qu'il y a également des pays nordiques, on l'a vu lors des prochains mois, etc. Je note également en Afrique, on ne le dira pas suffisamment, mais des pays anglophones, traditionnellement relevant d'un courant qui n'était pas favorable au Maroc, il faut le dire, notamment donc le Ghana, le Kenya, etc. Et on a ces consulats ouverts à Laayoune et Dakhla qui sont la meilleure preuve que sans parler d'un certain nombre de pays est marocain au vu de la communauté internationale. Tout à fait, sans oublier un certain nombre de pays d'Europe centrale. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a une dynamique. J'allais employer une métaphore médicale, une sorte de métastase de reconnaissance de la marocanité. C'est dans le sens positif, bien sûr. Évidemment. Tache d'huile. Oui, et puis c'est aussi, oui. C'est extrêmement important, Et la Commission de Bruxelles ne peut pas ignorer cette situation. Bien sûr. Alors, vous parlez de métastase, moi j'aimerais bien, oui, parce que pour certains, le bonheur des uns fait le malheur des autres, j'ai inversé. C'est aussi c'est l'Afrique du Sud. Bon, c'est vrai que, vous l'avez dit tout à l'heure, l'envoyé particulier du secrétaire général de l'ONU s'est rendu à Pretoria, en Afrique du Sud. En août 2024, tout à fait. Mais en août aussi, on a eu la visite de l'ancien président sud-africain, c'était en juillet, pardon, au Maroc, et qui conforte aussi une nouvelle réalité, celle d'un shift d'un parti historique en Afrique du Sud par rapport à la question du Sahara, jusqu'où l'ANC peut imposer sa ligne idéologique sur cette question-là, en sachant qu'il y a beaucoup de voix, ce n'est pas le seul parti sud-africain. On connaît bien sûr l'appui de l'Afrique du Sud à l'Algérie et par ricochet donc au Polisario. Sur cette question-là, est-ce qu'on peut voir aussi demain l'Afrique du Sud se ranger du côté du réalisme, de la fin, j'ai envie de dire, de ce différend régional, comme le propose le Maroc? Il y a malheureusement, il faut le dire, des signes négatifs. Il y a quelque temps, je parle de la position officielle de Pretoria par rapport à l'admission, par exemple, de la prétendue RASD au sein de la SADC, c'est-à-dire la communauté de développement de l'Afrique australe, en son sein, évidemment en violation du droit international formel et effectif. Et là, c'est véritablement une sorte de tempête dans une tasse de café, puisque ce n'est pas audible. Vous voyez, admettre une entité séparatiste au sein c'est déjà, ça Ils admettent déjà cette entité séparatiste au sein de l'Union africaine. Deuxièmement, récemment à Alger, je pense depuis le 4 septembre, il y a ce qu'on appelle un forum du commerce intra-régional, avec participation d'une vingtaine de pays, sinon plus, tentative d'Alger de reconquérir des chantiers sur le plan commercial, etc. Parallèlement,
cela ne devrait pas nous faire oublier que l'ANC avait connu une crise progressive depuis le départ de Nelson Mandela, depuis sa mort jusqu'à aujourd'hui. Et tout le monde sait combien le Maroc avait soutenu avec les armes, avec de l'argent. Ça, c'est important. Dr Khatib et j'en passe. Et même Nelson Mandela, le jour de son investiture, l'avait officiellement dit en présentant Dr Khatib à l'époque. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes en train de peut-être faire rappeler aux Sud-Africains que le Maroc n'est pas celui que vous percevez à partir d'une perception négative. On sait très bien les relations traditionnelles du Maroc avec l'Angola, mais également parfois des prises de position qui, vues de l'Afrique du Sud, n'ont pas été du tout appréciées, mais cela n'était que, comme disait Hegel, la ruse de l'histoire. Aujourd'hui, le parti MK, I think c'est l'appellation de ce parti, c'est la troisième force politique au niveau de l'Afrique du Sud. C'est un parti de l'opposition qui gagne en visibilité progressivement, imaginant un scénario favorable. Si, par exemple, il y aura une alternance avec un recul de l'ANC, on pourrait dire, sans oublier, le deuxième parti, c'est le parti libéral, à mon avis, dans des coalitions de ce genre. Et c'est un parti qui gagne aussi en termes d'influence auprès des parlementaires. Et c'est là l'enjeu aujourd'hui de la diplomatie parlementaire marocaine, qui devrait aussi s'investir dans ce cadre-là et défendre des causes qui sont communes comme la justice climatique. Ça me rappelle le message de Sa Majesté le Roi adressé à M. Talbi à l'occasion du 60e anniversaire de la naissance du Parlement marocain, c'était en 1963. Vous voyez, aujourd'hui, la diplomatie parlementaire est interpellée. Elle doit aussi œuvrer pour rapprocher les points de vue, notamment depuis l'Afrique du Sud, entre autres. Et il y a eu cet appel du souverain et un rappel du souverain, justement, pour que le Parlement joue aussi son rôle sur le terrain diplomatique. Professeur Badine Aliatiwi, un mot de la fin sur, bien sûr, nous avons discuté de cette position de l'Afrique du Sud. Il y a aussi d'autres pays. Il y a aussi, et il faut le dire, et ce sont les faits qui ne le contestent pas, c'est cet isolement de l'Algérie sur le terrain diplomatique, d'autant plus que il y a certaines tentatives, comme ce forum que vous avez évoqué, où il y a eu d'ailleurs une scène qui est très révélatrice du Burundi, du Premier ministre du Burundi, qui a tout simplement ignoré la présence du chef de l'État algérien en entrant dans la salle de cette conférence donc organisée par Alger pour, je cite, redonner l'importance de l'Afrique et du commerce avec l'Afrique. Bref, un mot sur cet isolement diplomatique et son impact, pas écoché, de cet enfant qu'on nourrit depuis 5 décennies maintenant, qu'est le Polisario. Oui, en fait, il y a une incapacité chronique de la part de ce pays à renouveler sa doctrine diplomatique et à s'adapter aux nouvelles exigences, aux exigences de notre temps. Et on voit que, en fait, plus le Maroc bénéficie de succès diplomatiques, plus l'Algérie finalement souffre de ces succès diplomatiques, au-delà de la question du Sahara. Mais la question du Sahara est révélatrice en fait de l'absence d'adaptation et de renouvellement de la doctrine diplomatique, un véritable une vision complètement fermée et un refus d'accepter les réalités géopolitiques et aussi les évolutions diplomatiques ici ou là. Et on voit que au-delà du cas du Sahara, en Afrique en général, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord en général, c'est un pays qui est de plus en plus isolé. Quand on voit aussi ses relations avec les pays occidentaux, ce sont des relations qui sont souvent très très tendues et qui ont beaucoup de mal à arriver à une forme de compromis, que ce soit avec ses voisins, quand on pense au Mali, au Niger, il y a des tensions avec tout un tas d'acteurs. Donc on est face à une diplomatie qui est sclérosée et une vision du monde qui est arriérée, passéiste, et qui pose tout un tas de problèmes aussi à l'avenir pour ce groupe qu'elle a sponsorisé depuis maintenant 50 ans, qui est le Polisario, puisque finalement cela pourrait se révéler comme étant un problème interne pour l'Algérie à moyen et à long terme. Surtout s'ils sont classés comme organisation terroriste, comme le réclament plusieurs congressmen américains. Exactement. Et donc là, ça posera un problème interne aux dirigeants algériens, puisque ça sera à la fois le problème de comment traiter un groupe que l'on a supporté pendant 50 ans et qui
est classé comme terroriste, et aussi la question du financement, avec une situation économique et sociale très difficile qui se dégrade de plus en plus, et un soutien à un groupe qui deviendrait terroriste, et qui en plus de ça engendrerait une succession d'échecs diplomatiques pour Alger. Donc, il y a tout un tas d'éléments qui font que la situation est très difficile, et l'absence de pragmatisme et l'absence de remise en question font que l'avenir, selon moi, ne sera pas très brillant, ne sera pas très positif, malheureusement. Et nous en saurons certainement plus, et je pense que ce rendez-vous annuel, cette réunion annuelle du Conseil de sécurité pour examiner le dossier du Sahara et également le mandat de la MINURSO, qui est prévu comme chaque année à la fin du mois d'octobre, va certainement apporter certainement des nouveautés à ce dossier à l'occasion, et vous l'avez rappelé à très juste titre à plusieurs reprises, et on ne le dira pas assez, 50e anniversaire de la Marche verte, qui marque donc le 50e aussi de ce dossier qui n'aura que trop duré, pour reprendre les termes du professeur Badil Yatioui. Encore une fois, je réitère mes remerciements à mes chers invités. Professeur Abou Dahab, merci beaucoup. Merci à vous. Professeur Sahimi, merci. Merci à vous. Et professeur Badil Yatioui, merci à vous également de prendre le temps de répondre à nos questions. Toujours un plaisir. Marhaba. Et bien sûr, merci à vous pour votre fidélité à cette émission. Je vous souhaite une excellente soirée.